Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, vous nous proposez de débattre aujourd'hui d'un projet de loi sur la gouvernance et l'autonomie des universités. Beaucoup a déjà été dit sur le fait que cette loi, ses objectifs, sont bien éloignés du débat que chacun ici attendait pour améliorer dans son ensemble la situation de l'enseignement supérieur, pour lutter contre l'échec, en particulier dans le premier cycle, sur les moyens publics à mobiliser et la nécessité d'une loi de programmation budgétaire. Vous avez donc choisi de commencer par la gouvernance, comme première pierre de la cathédrale à bâtir, selon l'expression maintenant consacrée. Aussi, la première réflexion qui vient à l'esprit lorsque l'on examine votre texte est de savoir donc pourquoi vous ne l'avez pas dénommé projet de loi relatif à la gouvernance des universités. Avouez, et d'ailleurs Madame la Ministre, vous l'avez reconnu en commission et je crois aussi tout à l'heure, que son contenu relève uniquement de cela. Cela aurait été plus simple et surtout cela aurait porté à moins d'interprétations sur ce qui a motivé, au fur et à mesure des discussions, les évolutions du titre, de l'organisation de la nouvelle université dans votre premier projet, aux libertés et responsabilités des universités, titre actuel. Et nous sommes bien obligés d'aller à de telles supputations, puisque si vous nous présentez une première pierre, rien n'est dit sur la vision de l'édifice final auquel vous voulez arriver. Comprenez-nous, nous aurions du mal à faire confiance à un architecte qui disserterait sur la qualité du premier pan de mur, mais ne nous dirait rien sur la forme de l'édifice final qu'il veut bâtir, laissant cela à des chantiers, le terme est donc judicieusement choisi, des chantiers donc confiés à la concertation des différents corps de métier et laissés à des ajustements ultérieurs. Qui nous dit, Madame la Ministre, que derrière ce projet de loi, dont les principales dispositions ne donnent pas de direction de régulation, vous et votre majorité serez toujours attachés à un service public de l'enseignement supérieur qui est certes à réformer, mais pour lequel nous sommes attachés à un certain nombre de principes. Car ce que l'on attend de la puissance publique, et c'est bien un mécanisme de régulation. Or, dans ce texte, et c'est bien le fond de la question, rien n'est dit sur cela. Et la seule chose à peu près définie aujourd'hui, Madame la Ministre, est que vous serez amenés à respecter, vous aussi, l'engagement de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, comme cela vous a été rappelé dans la lettre de cadrage que vous a envoyée Monsieur le Président de la République. Si nous sommes conscients des difficultés de l'université, de ses lacunes, si nous soutenons la notion d'autonomie pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, votre texte, qui met en place une hyper-présidentialisation, je dirais même une omniprésidentialisation dans la conduite des universités, nous laisse sceptiques sur plusieurs points. Tout d'abord, tout régime présidentiel nécessite des contre-pouvoirs, mais il est vrai que votre gouvernement aurait sans doute des difficultés à concevoir de tels contre-pouvoirs et une certaine collégialité pour le fonctionnement des universités, tant il est effacé devant les choix du seul président de la République, qui a tenu d'ailleurs lui-même à piloter les concertations qui ont eu lieu ces dernières semaines. Prenons donc plusieurs sujets clés de la situation des universités. En quoi votre texte et ses pouvoirs donnés au président des universités évitent-ils les effets néfastes du localisme, puisque rien n'empêche, dans les comités de sélection tels que vous les avez conçus, de renforcer ce travers. D'ailleurs, alors que sont vantés les systèmes des autres pays développés, votre organisation des pouvoirs à l'université, en mêlant les responsabilités de gestion et celles purement scientifiques, n'est en rien comparable à ce qui existe ailleurs. Sur la question du recrutement, essentiel, nous l'avons dit, quant à notre appréciation générale de ce texte, aucun mode d'organisation à l'étranger ne confie aux responsables de la gestion de l'établissement la composition des instances chargées du recrutement des enseignants-chercheurs et qui plus est d'un comité de sélection pouvant comporter des spécialistes d'autres disciplines. Ce ne sont pas les gestionnaires, là non plus à l'étranger, qui ont la responsabilité ultime du recrutement, avec un droit de veto, la responsabilité des salaires par un système de primes et d'intéressement, et la responsabilité du choix des statuts des enseignants, avec la possibilité justement de recruter de manière statutaire ou hors statutaire. Le conseil d'administration tel que vous l'avez conçu porte en effet mal son nom. Son rôle de conseil est faible une fois le président élu, et l'administration est essentiellement aux mains du seul président. Notre conception de la production et de la transmission des savoirs est orthogonale à celle qui peut prévaloir pour des produits marchands. Et un de mes prédécesseurs à cette tribune l'a rappelé, je partage ce qu'il a dit. L'organisation donc de la production et de la transmission des savoirs ne peut donc être celle d'une entreprise.
Vous nous proposez donc surtout un président autonome par rapport au corps intermédiaire de son établissement, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, les personnels IATOS et les étudiants. Un président qui a finalement très peu de comptes à rendre une fois élu. Un président qui peut être amené à renforcer l'effort au détriment des faibles dans son établissement, soit par choix ou bien pour attirer des crédits privés supplémentaires. Vous nous proposez une organisation qui peut amener à la disparition des universités les moins prestigieuses parce qu'elles auront de moins en moins de moyens, mais des universités qui participent pourtant aux réussites de notre enseignement supérieur, car des réussites, il y en a et il y en a eu depuis 20 ans. En effet, si les échecs sont trop nombreux à l'université, dans le premier cycle en particulier, on ne peut nier ce que les universités et leur personnel ont été en capacité de réaliser en matière d'adaptation en quelques années. La massification de l'enseignement supérieur, avec notamment l'arrivée à l'université de classes sociales qui n'y avaient pas accès précédemment, et une transformation importante avec la mise en place du LMD. Puisque l'on cite souvent les critères de Shanghai, très discutables, pour prouver les difficultés de nos universités, je suis moi aussi partisan de l'ouverture jusqu'au bout, c'est-à-dire de citer des études faites à Paris, notamment les enquêtes emploi de l'INSEE, qui me semblent avoir quelque intérêt. 60% des diplômés de nos anciennes maîtrises, licences et DUG, et je me limite à cela, toutes filières confondues, n'ont pas connu le chômage à leur entrée dans la vie active, et seuls 11%, même si c'est trop, ont connu plus d'une année de chômage. Tout cela, comme je l'ai rappelé, dans le cadre d'un doublement des effectifs à l'université en 20 ans, ce qui, de mon point de vue, est plus une réussite qu'un échec. Les situations d'échec à l'université sont une réalité, néanmoins, puisque parmi la moitié de jeunes d'une génération qui entreprend des études supérieures, 20% sont en situation d'échec. Cela impose donc des réformes, et nous avons proposé des améliorations que votre majorité, au pouvoir depuis 5 ans, n'a pas voulu ou n'a pas su prendre en compte. Mais cette situation d'échec est très diverse suivant le type de baccalauréat. L'échec dans les études supérieures étant relativement faible pour les bacheliers généraux et plus important pour les étudiants issus d'un baccalauréat technologique et très important pour les bacheliers professionnels. Je conclus, merci. On évoque donc souvent l'échec global de notre système, alors qu'une très grande majorité des bacheliers généraux pour qui nos filières universitaires généralistes ont été conçues obtiennent un diplôme qualifiant. Aussi, une vraie réforme des nouvelles responsabilités des universités aurait dû spécifier la manière de permettre de meilleures conditions d'accès et de réussite pour ces bacheliers, techniciens et professionnels dans le supérieur, se préoccuper de l'inadéquation des filières courtes, STS et UT à ces publics, filières qui leur devraient être plus particulièrement destinées. Cela aurait été de la vraie gouvernance politique de l'enseignement supérieur. Il faut conclure. Or, rien dans votre projet de loi ne le permet, ni même ne l'évoque. Du plus, rien n'est dit sur la spécificité de notre système français, où nos universités sans moyens doivent concurrencer les classes préparatoires et les grandes écoles. Au lieu de cela, votre architecture laisse libre cours à la concurrence entre les territoires, entre les établissements, entre les filières qui seront rentables ou non, voire entre les personnels. En fait, concluez, monsieur le député. En l'absence de soucis de régulation et par manque de transparence sur la vision politique que vous souhaitez pour la future carte universitaire, il n'est pas certain que ce texte ne se traduise pas dans les faits pour des milliers de jeunes, par étudier moins pour travailler plus, et même travailler plus jeune et moins bien payé. Merci. Merci.